On a eu très peu d'adoption des équipes opérationnelles, même si les projets étaient assez aboutis et à amener de la valeur. On n'a pas réussi à bien gérer l'évangélisation et c'est un peu ce qui nous a amené à avoir une vraie réflexion sur comment on doit développer des produits data. On a défini plusieurs phases. La première phase qui est essentielle et je pense qui est souvent sous-estimée en fait, notamment dans les projets data, c'est vraiment la phase de discovery. Il y a une chose qui est clé, c'est la structure de la donnée. Vraiment, donc s'assurer que on ait un certain niveau de normalisation, parce que sinon c'est très difficile de pouvoir derrière développer des data products. Aujourd'hui, on reçoit Célia sur le podcast qui est data manager chez Blablacar, la licorne française que je pense tout le monde connaît et qu'on a déjà reçu en plus sur le podcast avec Manu, le VP Data. Célia va nous parler aujourd'hui de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir intégrer une approche produit dans les projets de data science afin d'en assurer le succès. Donc je trouve ça vachement intéressant parce que l'approche produit, les data products, c'est quand même vachement trendy. Et donc curieux de voir comment vous avez approché ce sujet chez Blablacar. Hello Célia, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super. Peut-être juste avant qu'on rentre un peu dans ton parcours et dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a des changements peut-être que tu pourrais nous préciser qui ont eu lieu chez Blablacar à un niveau un peu global, data, depuis l'épisode qu'on avait fait avec Manu, qui remonte maintenant quand même à, je pense, plus d'un an, hein, 1 an et demi. Ouais. Donc je suppose qu'il s'est passé quelques trucs, des petites news en exclu que tu peux nous partager. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 1 an, on s'est réorganisé sous le principe du data mesh. Donc, gros changement organisationnel. Depuis 1 an, on a beaucoup investi dans les équipes, trouvé un nouvel équilibre entre toutes les différentes familles data qui se retrouvaient à travailler ensemble pour la première fois et moins en silo. Donc, il fallait trouver des ponts, des synergies. On a assez bien réussi, je trouve, cette phase. Et là, on passe dans une deuxième phase, donc qui est plus axée sur les challenges techniques, comment rendre en fait ces équipes indépendantes, on va dire, notamment côté data warehouse, donc pas mal de migrations en vue, etc. Ouais, effectivement, parce que sur le data mesh, c'est vrai qu'il y a pas mal de principes, mais là, le premier que t'évoques, enfin celui sur lequel vous avez vraiment mis l'accent, c'est le fait de passer d'équipes, on va dire vraiment fonctionnelles, les data engineers, les data analysts, les data scientists, à des équipes pluridisciplinaires, un peu en squad, qui vont avoir un objectif commun, plutôt en lien avec un projet ou un produit, et où on va retrouver un mix, un data analyst, un data engineer, un data scientist, peut-être un product manager, des choses comme ça. Mais après, il y a aussi un autre volet du data mesh qui est plutôt comment on décentralise l'aspect technique, qui est plutôt en lien avec la tech. Je vais pas rentrer là-dedans parce que je suis pas expert, que vous attaquez maintenant. Écoute, c'est top, ça m'inspire beaucoup. En plus, on est en discussion avec Manu pour éventuellement faire un 2e épisode. Je lui parlerai de ça pour voir s'il veut qu'on fasse un focus là-dessus. Maintenant, parlons un peu plus de toi. Comment tu t'es retrouvé data manager chez Blablacar ? Alors moi, j'ai un profil un peu atypique par rapport aux autres data managers chez Blablacar. J'ai fait une école de commerce à une époque où il n'y avait pas forcément de formation spécialisée. Et après, j'ai découvert vraiment le monde de la data pendant mes expériences pro. Donc, j'ai travaillé quelques années à Berlin chez Rocket Internet et ensuite dans une start-up moteur de voyage en marketing analytics. Et donc là, je gérais une équipe marketing. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'automatisation et l'optimisation des campagnes. Donc, on s'est vite formé en MySQL et en Python avec mon équipe. On s'est focalisé là-dessus. Donc, ensuite, j'ai vraiment développé ce côté analytics et j'ai rejoint Blablacar il y a 5 ans en tant que data analyst. J'ai géré ensuite l'équipe marketing automation, donc qui gérait autant tout ce qui était analytics pour le marketing, mais aussi l'automatisation et l'optimisation des campagnes principalement payantes marketing. Il y a 3 ans, j'ai en fait fait 1 an en dehors du département data en tant que data product manager pour la business unit bus, ce qui m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. J'ai toujours été aussi intéressée par ce côté un peu product, data product. Il y a 1 an et demi, je suis revenue dans le département data pour prendre une équipe data vraiment focalisée sur le bus. Et donc aujourd'hui, on va parler donc du challenge que j'ai évoqué en introduction, donc à savoir intégrer une approche produit dans vos projets de data science. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte autour de ce challenge déjà ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon équipe travaille principalement pour la business unit bus. En fait, il y a quelques années, on a racheté Ouibus, Blablacar a racheté Ouibus à la SNCF. Donc, c'était vraiment un nouvel univers pour nous. On n'y connaissait pas grand-chose. En plus, du coup, on rencontrait beaucoup d'équipes opérationnelles en charge de la définition du réseau, avec des problématiques très différentes de ce qu'on pouvait avoir au niveau du covoiturage. En gros, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait une culture data qui n'était pas très développée et que du coup, on pouvait avoir un impact assez important en développant des outils pour les équipes opérationnelles
pour optimiser et automatiser leur process opérationnel. Donc, on a lancé ces projets-là il y a quelques années. Ça a pas très bien fonctionné. Ça n'a pas eu l'impact en fait qu'on attendait. On a eu très peu d'adoption des équipes opérationnelles, même si les projets étaient assez aboutis et à amener de la valeur. On n'a pas réussi à bien gérer l'évangélisation et c'est un peu ce qui nous a amené à avoir une vraie réflexion sur comment on doit développer des produits data et réfléchir à une approche plutôt data focus. Avant qu'on rentre un peu dans cette partie-là du sujet, tu peux nous expliquer un projet ou nous l'illustrer de manière un peu plus détaillée, par exemple le projet d'optimisation de bus, pour qu'on se projette et qu'ensuite on comprenne bien ce que vous avez mis en place? Définir et optimiser un réseau de bus, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'équipes impliquées dans cette définition et ce process-là. Donc, on a d'abord les network planners, donc qui sont eux vraiment responsables du réseau, qui vont travailler sur la définition des axes, des villes, du réseau. Donc, par exemple, pour la Normandie, ils vont définir qu'il y aura un bus qui fera Paris-Le Havre, peut-être qu'il y aura un deuxième bus qui fera Paris-Rouen-Le Havre, etc. Une fois qu'ils ont ce réseau idéal, ils envoient ce réseau-là à une autre équipe opérationnelle, donc procurement, qui s'occupe en fait de la relation avec les bus partners. Donc, c'est une équipe qui est plus commerciale et qui, elle, va challenger ce réseau pour l'optimiser aussi en termes de coûts et ensuite aller négocier avec les bus partners, du coup, des contrats pour opérer le réseau. Et donc, ces bus partners, c'est ceux qui vont mettre à disposition les bus et les chauffeurs, en fait. Exactement. Ça, c'est quelque chose, vous travaillez avec des partenaires qui ont des flottes de bus avec des chauffeurs pour venir opérer les réseaux que vous avez designés, quoi, et vous vous alignez pour que ça fonctionne. Exactement. Et ce qui est en fait important aussi à prendre en compte, c'est que on achète des kilomètres, et c'est-à-dire qu'on supporte les coûts. Si on ne vend pas les tickets, en fait, c'est pas le bus partner qui va payer, c'est nous qui. Donc ça explique en fait à quel point c'est essentiel de bien optimiser ses coûts pour gagner de l'argent. Voilà, pour grosse margin positive, quoi. C'est ça. Ok, donc tout l'enjeu, en fait, il est là. Il y a finalement des personnes qui définissent les trajets de bus qu'ils vont faire. Ensuite, ils parlent avec les partenaires sur le trajet qu'on a identifié. On pense peut-être qu'il nous faudrait 25 bus avec tant de chauffeurs pour les opérer. Et ensuite, en fait, il y a plein de manières, plein de scénarios pour venir organiser ces bus avec les chauffeurs, pour venir optimiser les coûts. En itérant sur peut-être finalement changer par rapport à des forecasts, voir que tel trajet marchera pas autant que ce qu'on pense, alors il vaut mieux faire ce trajet-là, mais il nous faut du coup grâce à ça un chauffeur en moins, ou etc. Et vous venez optimiser sur votre planification comme ça. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que c'est un process qui est très long et qui demande aussi une connaissance business énorme. Il y a beaucoup de contraintes aussi légales, etc. Et donc, en fait, ce process, il prend 3, 4, 5 mois. Il arrive seulement 1 à 2 fois par an. Et donc, l'idée, c'est d'aller fournir des outils aux équipes opérationnelles pour qu'elles puissent justement évaluer plusieurs scénarios possibles, ce qu'elles peuvent pas vraiment faire sans outils, en fait, d'aide à la décision. Et donc, plus spécifiquement, sur la première version de projet que vous aviez fait initialement, pourquoi tu dis que ça a pas fonctionné si on le reprend dans cet exemple? Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est que donc la culture data était assez peu développée à l'époque. On a bien travaillé dessus maintenant, mais la data du coup n'était pas structurée ni centralisée. Donc en fait, on avait des équipes opérationnelles qui travaillaient sur des centaines et des centaines de Google Spreadsheets. Et donc on était incapable d'avoir une vue globale en fait du réseau tant qu'il n'était pas mis à la vente. Donc difficile d'optimiser ce réseau déjà à cause de ça. Et ensuite, je pense que la grosse problématique, c'est qu'on a eu une approche holistique, donc vraiment globale, en se disant, voilà, on va optimiser, définir un réseau idéal, en prenant certaines choses en compte, comme la prévision de la demande et d'autres problématiques, ou d'autres objectifs comme supply share, etc. Mais sans être très proche des équipes opérationnelles, sans prendre en compte toutes leurs contraintes et aussi toutes leurs connaissances. Et ce qui s'est passé, c'est que les projets ont été donc livrés. Les équipes opérationnelles se reconnaissaient pas en fait dans ces projets-là. C'était des black box en fait pour eux, les différents outils qui avaient été développés. En plus de ça, les produits qui avaient été développés laissaient peu de place à l'interaction et à l'itération possible en fait pour les équipes opérationnelles. On va dire que l'adoption était trop difficile, ce qui n'a pas permis de réussir. Qu'est-ce que vous avez mis en place à la suite un peu de ce constat
ouais, pour y faire face? Enfin, comment vous y êtes pris du coup un peu sur la deuxième version du projet, peut-être d'un point de vue méthodologique pour réussir à générer plus d'adoption? Du coup, on a vraiment pris les projets et les problématiques à l'inverse de l'approche holistique. On s'est dit qu'on allait vraiment en fait partir des équipes opérationnelles. Donc, on a défini plusieurs phases. La première phase qui est essentielle et je pense qui est souvent sous-estimée en fait, notamment dans les projets data, c'était vraiment la phase de discovery. Donc, on a passé beaucoup de temps avec les équipes opérationnelles à comprendre leurs process existants, comprendre les axes qu'on pouvait peut-être optimiser, automatiser déjà assez simplement pour pouvoir avoir une data qui soit mieux structurée, comprendre toutes leurs contraintes. Donc, par exemple, on peut pas en fait faire un design de bus n'importe comment. Il y a certaines contraintes légales comme certains nombres d'heures de conduite, qui sont limitées, ce genre de choses. Donc, en fait, cette phase-là, elle est vraiment essentielle, je pense, parce qu'elle nous permet aussi d'identifier des use cases très précis et donc après de vraiment travailler sur ce use case-là et ne pas vouloir généraliser et répondre à toutes les use cases, ce qui souvent pose problème en termes d'impact. Combien de temps, grosso modo, vous avez passé sur cette phase? Je pense que pour le premier projet qu'on a lancé, c'était 3 mois à peu près. Et après, en fait, ça a été un peu en continu. On faisait en fait des phases de discovery en parallèle de delivery de project. Ce qui nous permettait en fait d'updater notre backlog, de mieux comprendre en fait tous les cas d'usage des équipes opérationnelles, sizer l'impact et la valeur business des différents cas d'usage. Donc oui, mais je pense qu'en moyenne 3 mois c'est à peu près lorsqu'on ne connaît pas, parce qu'après maintenant on a une certaine expertise bien sûr. C'est essentiel. Donc en fait c'est des cycles de 3 mois. Au début tu commences par 3 mois de discovery. En fait, ces 3 mois de discovery alimentent ta première itération un peu de dev de 3 mois où là à la fin tu vas shipper. Tu shippes peut-être plus souvent, mais en tout cas, à la fin des 3 mois, tu shipperas quelque chose d'un peu structurant. Mais pendant ces 3 mois, en parallèle, tu fais une discovery pour commencer à anticiper tes cycles suivants. Et donc, après, ça s'enchaîne comme ça. Après, maintenant, pour être honnête, on a une telle connaissance parce que donc, on a, on va dire, on s'est remis sur ces projets-là, c'était à peu près à 1 an et demi, 2 ans. Depuis 2 ans, en fait, on a une vraie expertise qui s'est développée dans l'équipe. Donc, je pense que maintenant, on réduit plutôt à 3 semaines, 1 mois, en fait, cette phase de discovery. Et la deuxième phase, donc, qui est la planification, et ça, c'est pareil, je pense que faut pas la sous-estimer. C'est quel setup tu mets en place pour maximiser le succès du projet. Donc, on a vraiment créé des task force qui étaient composées de PMPO. Alors, dans l'organisation actuelle, c'est un data scientist pour le coup qui avait beaucoup d'appétence pour ça qui l'a fait. Ensuite, on avait plutôt du coup un data scientist et un software engineer qui étaient focalisés sur la delivery. Et ensuite, on avait un référent des équipes opérationnelles pertinents selon les projets qui suivaient le projet, qui challengeaient, pouvaient répondre à nos questions, pouvaient nous permettre d'itérer assez rapidement et qui aussi est clé parce que ça va être ensuite l'ambassadeur du produit avec les autres équipes, ses autres collègues, on va dire, et les clients finaux. Et donc, le livrable, si je puis dire, de cette phase-là, en fait, c'est avoir défini l'équipe avec laquelle on va commencer à avancer spécifiquement et avoir commencé aussi à designer un petit peu la phase suivante, quoi. Concrètement, avoir un backlog de ce qu'on va mettre en place sur les premiers sprints. Ouais, c'est ça. En fait, il y a bien sûr toute la phase de design. On a aussi des réflexions. On travaille sur les risques, sur les challenges, etc. Et ensuite, on passe vraiment dans la phase delivery où là, c'est pareil. L'idée, c'est de maximiser le time to impact. Donc, s'assurer que rapidement, on va shipper en fait un POC qui va avoir de la valeur. Donc pour ça, ce qu'on aime bien, c'est prendre un exemple concret, on appelle ça un pilote. Et donc rapidement, on va valider ou non la valeur qu'on est capable de débloquer grâce au projet. Et ça va nous permettre aussi d'embarquer les équipes opérationnelles parce que elles ont un cas concret qu'ils peuvent tester, on peut itérer avec eux. Et souvent, en plus de ça, on peut comparer, on va dire, l'automatisation, l'optimisation avec leur process manuel. Donc c'est génial, on a une baseline qui nous permet d'avoir un ROI du projet et donc d'avoir plus de sponsorship et pouvoir enfin passer à la dernière phase d'industrialisation et de généralisation de manière plus sereine parce que on a prouvé la valeur des différents projets. Peut-être je précise juste POC pour ceux qui l'auraient pas, c'est Proof of Concept. Donc c'est vraiment l'équivalent en français un peu d'un prototype. Oui, c'est ou ça. Même on pourrait dire aussi un peu d'un pilote, mais voilà, c'est vraiment la première version qui permet de venir valider des hypothèses sur un périmètre tout petit. Et les hypothèses, ça peut être que voilà, ça fonctionne, qu'on a peut-être un petit début d'adoption, que ça fonctionne d'un point de vue technique, ou voilà, après il y a pas mal d'hypothèses différentes qu'on peut valider avec un POC. Et tout ce jargon-là, effectivement, c'est un jargon qui nous vient un peu du produit, donc c'est le thème d'aujourd'hui. Mais voilà, la discovery,
ensuite la planification, le proof of concept et l'industrialisation, super clair. Et donc pour rebondir sur ce que tu as dit sur le POC, je pense effectivement c'est assez clé de bien le choisir et d'en prendre un qui va avoir le plus d'impact a priori, par rapport en tout cas des insights qu'on a réussi à avoir pendant la discovery, pour venir convaincre et embarquer justement les équipes et qu'ensuite ce soit beaucoup plus fluide pour aller chercher je sais pas si vous refaites après un POC pour tous les périmètres quand vous élargissez, il y a plusieurs manières de le faire, mais pour pouvoir élargir et petit à petit créer une solution un peu plus grande et d'avoir de leur temps. Parce que comme tu le dis, en fait, dans l'équipe, faut qu'il y ait équivalent d'un business user, je sais plus comment tu l'as appelé, mais qui donne du temps parce que en fait, quand tu es dans une approche comme ça, très itérative, un peu comme ils le font dans un produit, t'as vraiment besoin d'avoir du feedback en continu et donc ça prend du temps. Je sais pas du coup si t'avais fini un peu sur cet axe méthodologique avant qu'on passe à la suite. Non, et puis après, on a vraiment cette approche par itération et donc une fois qu'on a industrialisé, on ajoute progressivement des fonctionnalités. Et peut-être pour qu'on se rende compte juste de la taille d'un proof of concept, dans l'exemple que tu nous as expliqué tout à l'heure, donc avec les gens qui préparent les réseaux de bus et qui le faisaient initialement à la main et qui, en vision cible, demain auront un outil d'aide à la décision qui leur diront pour tel réseau en Normandie où il y a X trajets, voilà tous les scénarios possibles avec le nombre de bus, le nombre de chauffeurs, etc. Et où tu peux du coup les analyser, les pros, les cons par rapport à un certain nombre de métriques. C'est comme ça que j'ai imaginé l'outil, je sais pas. Ouais, c'est vrai, c'est assez... Et du coup, quelle est la première fonctionnalité que vous êtes allé chercher pour la poker, justement, pour faire un proof of concept, pour commencer à itérer avec les équipes? Peut-être intéressant. Et ben du coup, c'était sur le réseau Normandie, justement, qui était redesigné en milieu d'année. C'était assez spécifique, dû à certaines conjonctures. On a utilisé l'outil pour aller identifier en fait des optimisations qui n'avaient pas été identifiées par les équipes manuellement et qui ont permis certaines négociations. Alors après, on n'a pas la main sur tout parce qu'à la fin, ça reste une négociation commerciale, mais au moins, ils ont la matière de négocier et d'aller, on va dire, réduire le coût. Donc en fait, le fait que ce soit un POC, c'était surtout sur le périmètre, c'était de dire en fait, on commence par un réseau, mais ça paraît logique, tu le dis, mais tu vas pas pouvoir faire tout le réseau en même temps. On prépare l'outil pour que sur le réseau Normandie, au moment où on a documenté peut-être toutes les informations que ces équipes faisaient manuellement, des spreadsheets, etc., il y ait des recos qui sortent ou il y ait une visualisation qui permette de se dire, attends, on n'a pas pensé à ça, on peut optimiser de ce côté-là pour aller chercher plus de rentabilité en termes de projection sur ce réseau. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu souhaites partager qui ont été un facteur clé de succès au-delà de cet axe méthodologique un peu global que tu nous as expliqué d'un point de vue chronologique? Voilà des principes un peu que vous avez récupérés de cette approche produit qui ont été vraiment utiles pendant ce projet. Il y a une chose qui est clé, c'est la structure de la donnée. Vraiment, donc s'assurer que on ait un certain niveau de normalisation, parce que sinon c'est très difficile de pouvoir derrière développer des data products. Avec des équipes opérationnelles, ça paraît évident, mais c'est pas forcément le cas. Donc, faut investir premièrement là-dedans, je pense, parce que ça, c'est vraiment le b.a.-ba et la base. Ensuite, nous, on a eu une approche aussi. Ce qui était essentiel, je pense, c'est que très rapidement, on a essayé de trouver des baselines assez simples. Donc, ça peut être des modèles heuristiques ou alors juste des règles business assez simples. Et en fait, qui était basé donc sur l'automatisation du process. Et derrière, on allait ajouter de l'optimisation. Et en fait, donc du coup, petit à petit, on rajoute de la valeur et surtout, ça permet de prouver la valeur des modèles, du travail et des itérations qu'on fait, des fonctionnalités qu'on ajoute et de mieux embarquer aussi les équipes opérationnelles parce qu'en fait, c'est pas une black box, quoi. Ils sont impliqués dans le process depuis le début, ils nous aident à construire le produit, donc c'est aussi un peu leur bébé. Et ça, je pense que c'est essentiel. Ouais, c'est vraiment de se poser pour définir des axes sur lesquels on va pouvoir comparer la performance avec l'outil versus la performance avant l'outil, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai qu'à la fin, tu parles un peu pour rien dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est intéressant le premier point que tu évoques sur l'aspect plus technique et modèle de données. Est-ce que tu fais pas peur aux équipes business quand t'arrives, que tu leur dis alors le premier truc, c'est qu'en revanche, il faut remettre à plat toute la donnée, tout le modèle, et parfois, ça peut être assez structurant comme projet. Ça peut aussi leur prendre du temps, et ils ont pas encore vu la couleur d'un outil qui pourrait les aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment vous avez approché ça? En fait, avant même de lancer ces projets-là, on a lancé, à l'époque où justement j'étais en dehors du département data, en data product manager.
En fait, on a lancé le développement d'un outil en interne, un software, qui nous permettait justement d'aller récupérer toutes les informations liées aux fiches horaires, au réseau du bus, de le structurer, normaliser. Enfin, on a vraiment développé un software. Et effectivement, si tu leur demandes, tous vos Google Spreadsheets, il va falloir les copier-coller dans un autre outil, et en plus de ça, votre process, il va complètement changer. On va vous mettre des contraintes. Enfin, eux, ils comprennent pas forcément la valeur ajoutée de la normalisation et de la structure. Donc, très rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des produits analytiques assez simples, mais dont ils n'avaient pas accès parce que justement, ils n'avaient pas cette structure et cette centralisation, et qui leur a permis d'identifier des optimisations manuellement. C'était assez simple. Ça leur a permis d'avoir un impact énorme sur la globalité du réseau. Donc, on a très rapidement réussi à identifier, on va dire, un data product assez simple à développer avec beaucoup de valeur, qui nous permettait de justifier les contraintes qu'on mettait derrière. Et puis qui est devenu la fondation de votre projet de data science suivant. Quand tu penses, si tu dézoomes, c'est souvent comme ça que ça se passe. En fait, même dans des grosses boîtes, c'est au bout d'un moment, la première step quand tu veux attaquer un gros chantier de data science sur un nouveau département, que ce soit la donnée client, etc. Alors, tu peux faire tous les POC que tu veux, mais il y a un moment donné, de toute façon, il faudra avoir la donnée clean, bien modélisée quelque part. Ouais. Donc, c'est vrai que le fait de commencer par un projet analytics peut être la step 1 vers ensuite des projets de data science. Ça te permet quand même d'apporter de la valeur parce que les gens, ils auront de la donnée, ils pourront ensuite, même s'ils veulent se la mettre sur des spreadsheets, ils peuvent, mais au moins, ils l'auront plus facilement accessible, de manière automatisée, fraîche, etc. Et vous commencez, ça te permet, même toi, en tant qu'équipe data, de monter au créneau sur cette donnée, de commencer à comprendre le modèle, comment elle fonctionne, comprendre aussi mieux le métier, parce que finalement, en travaillant sur l'aspect analytics, tu comprends bien le métier, et t'augmentes un peu tes chances de succès pour le projet de data science ensuite, quoi. Ouais, c'est vraiment la vision qu'on a eue et qu'on a même encore maintenant lorsqu'on lance des projets où on a peu de connaissances business. Du coup, peut-être que ça en fait partie, mais est-ce qu'il y a d'autres grosses difficultés que vous avez rencontrées dans le cadre de ce projet dont tu pourrais parler? Oui, il y a une grosse difficulté qu'on vit encore aujourd'hui, mais on s'améliore. C'est la différence de temporalité. En fait, en gros, travailler avec des équipes opérationnelles qui sont dans le jus, qui optimisent toutes les semaines. Dans le domaine du bus, c'est un peu particulier parce que il y a des moments, il y a des temps forts. Il va y avoir 3-4 temps forts dans l'année. Il faut pas passer à côté de ces temps forts. Le problème, c'est que souvent, ce qui est arrivé par le passé, c'est qu'ils venaient nous voir 2 semaines avant le temps fort en nous disant il nous faut ça, ça, ça. Sauf que nous, il nous faut au minimum 3 mois en fait pour pouvoir, on va dire, sortir un POC qui a du sens, qu'on peut réutiliser aussi dans le futur. Donc, on avait ces problèmes de temporalité. On avait vraiment du mal à s'aligner parce qu'une fois qu'on passait les temps forts, on n'arrivait pas à prioriser ces projets pour le temps fort d'après ou l'année d'après parce qu'en fait, c'est trop loin. Surtout pour eux, ils sont passés à autre chose, etc. Mais ils ont plus envie de mettre le temps une fois que c'est moins urgent. C'est moins prioritaire pour eux. Et le moment où ils le mettent en prio, vous, c'est trop tard pour faire le projet. C'est pas évident. C'est là où la réorganisation, en fait, en business units, sur les principes du data mesh, aide énormément parce que là, ça fait 1 an et demi que l'équipe est dédiée au bus. On a tous développé une expertise business. On comprend mieux leurs problématiques, leur temporalité. Et donc, ça nous permet d'anticiper, d'avoir les bonnes discussions avec eux. Et bon, après, c'est beaucoup des discussions avec les product managers qui nous aident sur les produits bus, les équipes business. Mais ça peut être un peu sport. Et peut-être, avant qu'on passe sur les dernières questions, quelles sont les prochaines étapes, entre guillemets, sur cet aspect-là, product? Est-ce que du coup, là, vous avez trouvé votre rythme, trouvé votre méthodo et c'est juste, on continue comme ça? Est-ce que vous avez aussi identifié encore des axes pour aller plus loin sur certaines parties? Alors, pour l'instant, comme on était très focalisé sur, à chaque fois, des use cases particuliers, on n'a pas travaillé sur l'écosystème dans sa globalité. Donc ça va être vraiment le gros challenge du prochain semestre et même année, je pense. Comment on fait interagir tous ces outils pour maximiser leur impact? Ouais, ça, parce qu'aujourd'hui, du coup, pour réduire un peu la complexité, vous les avez vraiment pensés comme des data products différents, avec à chaque fois un persona, un KPI à venir tacler, une adoption réussie ou non, etc. Et maintenant, l'idée, c'est de voir est-ce que ça peut devenir finalement une grosse suite d'outils un petit peu plus coordonnés. Est-ce qu'il y a des éléments dans ces data products que vous pouvez mettre en commun pour aussi rationaliser du point de vue de la technique, des coûts, un peu une réflexion de fond sur ces sujets-là. Ouais. Ok, super intéressant. Écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Lire l'article et le livre Data Mesh de Zhamak Dehghani. Ok. Hyper intéressant. Moi, je trouve que sa vision
data as a product est vraiment hyper intéressante. Toujours un peu sur le même sujet, data product. Bon, c'est assez corporate, mais il y a Discovery Discipline, donc par Rémi Guillot et Tristan Charvia, qui étaient chez BlaBlaCar auparavant. Ouais, l'un était Chief Product Officer et l'autre était VP Design. Exactement, c'est ça. J'ai pas encore lu le bouquin, mais c'est sur ma to-do. Ouais, et c'est intéressant. Ils ont développé un framework et je trouve que c'est des outils que tu peux activer facilement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup nourri dans l'approche data product. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Alors moi, ce que j'apprécie particulièrement dans la data, c'est, on va dire les challenges. En fait, c'est un peu de la recherche et développement. Il y a un niveau d'incertitude qui est assez élevé, mais du coup, il y a une possibilité, on va dire, de développement qui est assez énorme. J'aime bien cet aspect-là. Et j'aime bien aussi, en fait, voir l'impact que ça a sur les équipes business. Enfin, souvent, c'est des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'avaient pas pensé à l'automatisation. Et quand on leur met ces outils-là en main et qu'ils voient la valeur, enfin, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est hyper gratifiant, en fait. Ça t'est arrivé souvent de passer un peu de ce premier stade où tu leur parles et ils te regardent en mode oh, c'est encore un truc qui va me prendre du temps, genre franchement laissez-moi tranquille faire mon business day to day, et puis à la fin en fait qu'ils soient super complètement engagés et qu'ils adoptent l'outil à fond. Trop stylé. Côté marketing et côté bus, ça a été les deux cas, mais il faut tenir, et une fois qu'on y arrive, c'est super gratifiant. Ouais, ça, faut pas abandonner encore d'autres, et le chemin est long parce que et des fois ça peut être difficile, hein. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Alors, je pense que ce qui m'a fait le plus progresser, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des projets où j'ai travaillé avec vraiment des experts assez divers, enfin des expertises assez diverses plutôt. Tous ces projets-là, en final, d'automatisation et d'optimisation. Et j'ai travaillé avec des software engineers, avec des data scientists, avec des data analysts, mais aussi avec des gens qui étaient plus proches du business. Ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai réussi à apprendre de chacun d'eux et essayer de me développer du coup un skill set un peu plus riche que si j'étais restée seulement, on va dire, sur une expertise donnée. Ouais, donc tu t'épanouis et tu progresses dans le côté un peu transverse et pluridisciplinaire de ce métier, mais ce qui est le cas, data manager ou product data manager, peu importe comment on l'appelle, mais quand t'es un peu à la croisée de plein de métiers pour faire avancer des sujets qui nécessitent toutes leurs expertises, c'est un rôle qui est particulier où tu es obligé quand même de comprendre suffisamment, donc d'apprendre un minimum. Tu peux pas être aussi expert que sur leur sujet. Et c'est vrai que c'est hyper satisfaisant. Mais c'est rigolo parce que c'est pas pour tout le monde. T'as d'autres gens qui vont vraiment aimer poncer une expertise et aller à fond dedans. Et le côté où t'es un peu plus batifolé comme un papillon, je dis pas que c'est ce que tu fais. Moi je faisais la même chose, hein, et je m'épanouis aussi là-dedans. Mais voilà, quand tu parles avec certains experts, eux, c'est pas, enfin tu vois, ça leur ferait sombrement chier, quoi. Ils veulent approfondir à fond, et tant mieux, hein, qu'il y ait des profils comme ça. De ouf, il faut tout, non mais c'est trop bien. Enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est qu'il fallait pas avoir peur de tester. En fait, il fallait identifier ce qui te donnait de l'énergie et puis après oser. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses, en final, qu'on pensait qu'on appréciait, en final non. Enfin, je trouve que ça m'a permis de grandir en suivant ce principe. Écoute, on va finir là-dessus. Sur une touche un poil philosophique. C'est ça. Écoute, c'est là, j'étais ravi de te recevoir. C'était hyper intéressant. Super retour d'expérience. Merci à toi. Je te dis à bientôt. À bientôt, ciao.